Alors, merci beaucoup, Alissa, pour cette introduction. Donc, comme tu l'as dit, le but pour moi ce soir, ça va être de vous faire découvrir les différents géotopes de la partie fribourgeoise du parc, et puis, au travers de ces géotopes, d'essayer de vous raconter l'histoire géologique qui est à l'origine des paysages de la Gruyère. Et pour ce faire, je vais décomposer cette présentation en trois parties. D'abord, je vais vous présenter cette notion de géotope qui est encore relativement peu connue. Ensuite, je vous parlerai des différents documents qui inventorisent ce géopatrimoine du parc. Et puis enfin, le chapitre principal où je vais essayer de vous raconter ces plus de 200 millions d'années d'histoire géologique en un peu moins de 40 minutes. Et puis, je commence donc avec la notion de géotope et cette question toute simple, qu'est-ce qu'un géotope? Donc, étymologiquement, topos, c'est le lieu, et gé, c'est la terre. On parle aussi parfois de géosite, notamment en France ou dans le monde anglo-saxon. Et je vous propose ici une première brève définition. Les géotopes sont des portions de la géosphère délimitées dans l'espace et d'une importance géologique, géomorphologique ou géoécologique particulière. Ils sont des témoins importants de l'histoire de la Terre et donnent un aperçu sur l'évolution du paysage et du climat. Et on a une première grande catégorie de géotopes, une grande famille qui sont les géotopes actifs et qui permettent d'observer les forces et les dynamiques de la nature à l'œuvre, et puis d'étudier les processus géomorphologiques qui façonnent nos paysages en action. Donc ça peut être des cascades comme celle du Zeeweidbach à proximité du lac Noir. Ça peut être des lits de rivière qui sont restés proches de leur état naturel, par exemple la Gérine dans sa partie amont, dans le Plasselpschlund. Ça peut être des deltas, comme celui que forme le Zeeweidbach à son embouchure dans le lac Noir, ou bien des phénomènes d'instabilité de terrain. Le cas le plus connu dans le canton de Fribourg, c'est le grand glissement de Falioli qui s'est réactivé de manière catastrophique en 1994 et puis qui a détruit tout un lotissement de vacances qui se situait ici sur les flancs du Schwilberg. Et à l'opposé, on a des géotopes qu'on appelle inactifs ou géotopes passifs, fossiles ou hérités. Et puis eux n'ont plus aucun lien avec les processus géologiques et les conditions climatiques qui sont responsables de leur formation. Et puis ces géotopes, ils vont avoir un rôle d'archive et être des témoins de l'histoire de la Terre, de l'histoire de la vie et de l'histoire du climat. Je vous ai mis quatre exemples ici. Ça peut être des affleurements rocheux, comme cet affleurement de gypse à proximité du lac Noir, ou bien des dépôts d'époulement, d'écroulement ou d'éboulement, comme ce chaos de blocs où a poussé aujourd'hui la forêt du Lapé, ou bien des sites où on va trouver des fossiles et qui témoignent du passé de la vie à la surface de la Terre, ou encore euh, ici, vous voyez cette morphologie qui fait un arc. Eh bien, c'est une forme qui témoigne de la présence d'un ancien glacier dans le Brekashlund à la toute fin de la dernière glaciation. Donc, un témoin d'un climat euh, qui était plus froid que celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est vous, forêt du Napé. C'est au pied de la dent de Ruth, pas loin de la chaîne des Gaslosen. Et puis la plupart des géotopes, ce sont des sites naturels, mais on a aussi un certain nombre de géotopes artificiels qui sont des géotopes qui sont mis au jour par les activités humaines. Et c'est généralement des sites d'exploitation ou d'extraction de matériaux comme des gravières, des carrières ou des mines. Et puis ces sites-là, ils ont une importance économique régionale, mais aussi une importance géohistorique, et puis un lien avec le patrimoine bâti régional.
Un exemple ici avec la carrière de Lévy, qui produit aujourd'hui des gros blocs d'enrochement ou bien du concassé, mais qui, à l'époque, a fourni des pierres de construction à l'église, pour la construction de l'église de Nérivu, après que le village a brûlé en 1904. Voilà pour ce premier survol de la notion de géotope. Et puis la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'il faut les protéger? Donc si on se place du point de vue des géosciences, les géotopes, ce sont tout simplement les objets d'étude des différentes branches de la géologie, c'est-à-dire la stratigraphie, la sédimentologie, la géomorphologie. Et puis, chacune de ces disciplines, elle va avoir des sites de référence qui lui permettent de mieux comprendre l'histoire de la Terre. Et puis, donc ces géotopes, c'est à la fois le lieu de travail des géologues, mais aussi un endroit où on peut transmettre ses connaissances scientifiques aux étudiants de ces différentes disciplines. Et puis cette transmission des connaissances scientifiques, elle se fait pas forcément uniquement dans la sphère académique, mais les géotopes, ça peut aussi constituer des sites qui sont propices à la mise en valeur didactique ou pédagogique, qui peut, par exemple pour un parc régional, être un atout pour offrir une offre de tourisme doux qui va sensibiliser à la nature et au paysage. On a un exemple qui est bien connu dans le périmètre du parc, c'est le sentier géologique des Gasloden, où sont régulièrement organisées des excursions. Et puis, vous pouvez aussi acheter ce guide ou bien le télécharger maintenant gratuitement sur Internet pour parcourir ce sentier. La protection des géotopes, elle s'inscrit aussi dans la préservation du paysage. En effet, ces géotopes, ils constituent souvent ce qu'on appelle des curiosités ou des monuments naturels. Et puis, ils sont à la fois des clés de compréhension des paysages du passé, mais des paysages actuels, pardon, mais aussi des témoins des paysages passés euh, que- 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 qui sont succédés durant l'histoire de la Terre. Et puis la protection des géotopes, elle fait aussi partie intégrante de la protection de la nature. Alors les géotopes, ça représente la partie non vivante et minérale de l'espace naturel, mais c'est des sites qui ont souvent une grande importance écologique, qui offrent des lieux de vie intéressants pour une certaine faune, une certaine flore. Donc autrement dit, les géotopes, ce sont aussi souvent des biotopes. Et on a un exemple ici avec ce dépôt d'éboulement des grosses pierres dans le vallon des Mortaires, qui est un endroit qu'affectionne tout particulièrement les Arolles, qui est cet arbre qui est une essence qui est assez rare au nord des Alpes, assez rare dans les Préalpes, et qui aime particulièrement venir coloniser ce genre d'environnement. Et puis ici, on a aussi cet étang qui a une certaine importance écologique et puis qui occupe une doline qui est issue de la dissolution du gypse, donc la roche que je vous ai montrée tout à l'heure et puis qui a tendance à être dissoute par l'eau de pluie. Et enfin, la protection des géotopes, elle s'inscrit aussi, enfin, elle fait partie de la sauvegarde du patrimoine parce que ces sites, ce sont à la fois des legs du passé, mais aussi un héritage commun qu'on devrait transmettre aux générations futures. Et ce qu'on appelle le géopatrimoine, en fait, c'est l'ensemble des lieux de mémoire de l'histoire, non pas des hommes, mais de l'histoire de la Terre. Euh, et cette dimension patrimoniale des géotopes, eh bien, elle est reconnue maintenant à l'échelle internationale depuis à peu près 6 ans
l'UNESCO a promulgué une journée mondiale de la pas de la biodiversité, mais de la géodiversité qui a lieu tous les 6 octobre. Et puis enfin, ces géotopes, ils représentent souvent des symboles identitaires régionaux. On peut bien sûr donner comme exemple en Gruyère le molaison, qui, est- qui est cher aux Gruyériens et qui, pour un géologue, est un bel exemple d'un synclinal perché. Une autre raison de vouloir protéger les géotopes, c'est parce que pendant longtemps, on a considéré à tort le géopatrimoine comme quelque chose d'immuable ou d'inaltérable. Et puis, euh, pourtant, une partie de cet héritage naturel, il est menacé. Alors, le niveau de menace ou la vulnérabilité des différents géotopes, elle est extrêmement variable en fonction de leur taille, de leur type et puis de leur localisation. Euh, un site qui va être à haute altitude dans une réserve naturelle, il va être beaucoup moins menacé qu'une morphologie à proximité d'un village ou d'une ville. Et puis, je vous ai mis un exemple ici d'un projet de gravière qui va peut-être un jour euh, être ouvert dans ce grand cône de déjection qui se trouve tout près d'ici, à Le Soc. Et une dernière raison pour laquelle on devrait protéger les géotopes, c'est tout simplement parce que c'est devenu une obligation légale. Dans le canton de Fribourg, en 2012, avec la révision de la loi sur la protection de la nature et du paysage, et puis plus récemment dans le canton de Vaud, avec la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager, qui a été adoptée en 2022. Et ces deux lois, elles mentionnent explicitement le terme de géotope et disent qu'il faut protéger ce géopatrimoine. Voilà, j'en arrive à la deuxième partie de cette présentation qui a pour but de vous présenter succinctement les différents inventaires qui existent et qui recensent ce géopatrimoine du parc. Et dans l'ordre chronologique, on a d'abord eu l'inventaire des géotopes suisses, qui a été publié une première fois en 1999 et puis qui a été mis à jour en 2012 et qui recense 322 sites à l'échelle suisse, dont 7 qui sont situés dans le périmètre du parc Gruyère-Pays d'Enhaut. Malheureusement, à l'échelle fédérale, il n'y a pas de base légale qui protège les géotopes. Alors cet inventaire, il n'a jamais obtenu de statut officiel et puis il est non contraignant. On a ensuite eu deux travaux de master qui se sont portés sur le patrimoine géomorphologique du parc, ce qu'on appelle les géomorphosites. Euh, En 2008, un travail de Valentine Duhem et en 2014, un travail de Jonathan Bussard. Et puis, ces travaux, ils ont fait l'inventaire d'une trentaine de sites, un peu plus de 30 sites dans le périmètre du parc. Et puis, pour chacun de ces sites, on a une fiche d'inventaire qui a été créée où on décrit ces sites et puis aussi on énonce des possibilités de mise en valeur de ce patrimoine. Et on voit que malheureusement, à l'époque, la commune de Jaun et de Gruyère, côté fribourgeois, n'étaient pas encore intégrées au périmètre du parc. Le canton de Vaud a aussi fait un inventaire en 2008, mais comme il n'y avait pas de base légale là derrière, eh bien, cet inventaire il n'a pas de statut officiel. Et puis, avec l'adoption de la nouvelle loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager, eh bien, cet inventaire il sert de base à la réalisation d'un inventaire qui aura, lui, un statut officiel. Et ce travail-là, il s'est déjà fait dans le canton de Fribourg avec la publication en 2022 de l'inventaire
fribourgeois des géotopes d'importance cantonale. Et cet inventaire, il est constitué d'un rapport explicatif et puis de 92 fiches d'inventaire. Vous voyez la page de garde d'une de ces fiches ici. Et puis, le but de ces fiches d'inventaire, c'est à la fois de vulgariser la littérature scientifique sur ces différents géotopes. Et puis, ça a aussi été pensé comme un outil de gestion de ces sites euh, où sont référencés des objectifs de protection pour chacun de ces objets, des recommandations d'entretien et puis des propositions de mise en valeur didactique. Donc, toutes ces fiches, elles sont accessibles en libre accès sur le site internet du canton et puis sur le géoportail. Donc, tout ce que je vais vous dire par la suite, ben, c'est des informations que vous pouvez retrouver en allant sur le site du canton. Et si on s'intéresse maintenant à la distribution de ces géotopes d'importance cantonale, on voit qu'on a, euh, sur les 92 sites qui sont répertoriés, 43 qui se trouvent dans le périmètre du parc, donc presque la moitié. Euh, et cette très forte densité qu'on voit ici, eh bien, elle montre que le parc a une très grande variété géologique, une très grande richesse géomorphologique qui se reflète dans ces paysages. Et puis, ça dit aussi que le parc a une certaine responsabilité dans la préservation du patrimoine géologique fribourgeois. Ça peut être un acteur majeur de la mise en valeur et de la préservation de ce patrimoine. Et je vais maintenant vous présenter une partie de ces 43 géotopes qui racontent chacun une petite partie de l'histoire géologique qui est à l'origine des paysages qu'on observe aujourd'hui en Gruyère. Et puis je vais commencer avec un type de géotope qui nous renseigne à la fois sur l'origine des roches préalpines, mais aussi sur l'histoire de la formation de cette chaîne de montagnes. Petit bug. Alors, les roches qui constituent les préalpes, ce sont toutes des roches sédimentaires qui ont une origine marine. Elles se sont accumulées dans un océan qu'on appelle la Thétis et qui s'est formé entre la plaque européenne et la plaque africaine avec la dislocation de la Pangée, qui est un continent unique au cours du Trias. Et puis cet océan, il va atteindre sa plus grande extension au Jurassique. C'est la situation qui est représentée sur ces trois figures, avant de se refermer à partir du Crétacé et jusqu'à la fin de l'Éocène. Et les roches des Préalpes, elles se sont donc formées entre 230 et 40 millions d'années environ, dans des environnements extrêmement diversifiés dans cet océan. Donc ça pouvait être des mers peu profondes, des zones au large avec beaucoup plus d'eau, ou bien des secteurs de haut fond avec des atolls et des récifs coralliens, donc un paysage qui devait ressembler à ce qu'on peut trouver aujourd'hui aux Bahamas, par exemple. Et puis le climat était particulièrement chaud, environ 10 degrés plus chaud que la température moyenne annuelle sur l'ensemble de la planète aujourd'hui. Et puis ces roches, elles vont être à la fois le produit de l'apport sédimentaire en provenance des sédiments, mais surtout de l'accumulation d'organismes marins qui vivaient à la surface de cet océan et puis aussi dans ces mers. Et puis, au fil des millions d'années, eh bien, cette accumulation, elle va être très importante, puis elle va représenter plusieurs kilomètres d'épaisseur. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais enfin, si je veux résumer en une image,
lorsque vous allez randonner dans les Préalpes, eh bien, c'est un petit peu comme si si vous faisiez de la plongée sous-marine dans des fonds marins qui ont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'années. Et si on est attentif, on peut d'ailleurs rencontrer des traces de cette vie marine préservées dans les roches. On a en effet plusieurs géotopes qui ont un intérêt paléontologique, c'est-à-dire des endroits où on retrouve des fossiles. Par exemple, le fossile le plus connu, c'est très certainement l'ammonite. Vous pouvez par exemple retrouver dans l'église de Le Soc, qui a utilisé une pierre locale pour sa construction. Vous retrouvez aussi des ammonites, si vous êtes amateur de grimpe, sur le secteur d'escalade de Cernia. On retrouve également des rostres de belemnites. Donc, c'est la partie interne d'un squelette d'un animal qui ressemblait au calamar d'aujourd'hui. À proximité du chalet du soldat, on a retrouvé une dent de requin. Et puis, dans la région des Gaslosen, on peut voir parfois des fragments de coraux qu'on retrouve aussi côté Vaudois, au pied de la Gumflou. Et le site fossilifère le plus remarquable des Préalpes fribourgeoises, malheureusement, il ne se trouve pas sur le territoire du parc. C'est le site du Creux de l'Ours, qui se trouve entre les Pacots et la Thèse-à-Chaud. Et on a retrouvé un très grand nombre d'ammonites particulièrement bien conservés. Et puis ce fameux fossile d'ichthyosaure que je vous recommande d'aller observer au Musée d'histoire naturelle de Fribourg. Voilà. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment ces roches qui se sont formées dans une mer, parfois plus de 2000 mètres de profondeur, eh bien, elles se retrouvent aujourd'hui dans une chaîne de montagnes à à des altitudes aussi élevées. Et pour répondre à cette question, j'ai juste un petit problème de souris, voilà. On doit revenir à l'histoire de la tectonique pile des plaques et à la fermeture de la Tethys. Les fonds marins de cette mer, ils vont passer sous la plaque africaine. Ils vont être comme raclés par cette plaque africaine. Et puis ensuite, cette plaque va rentrer en collision avec la plaque européenne il y a environ 40 millions d'années. Et dans ce grand carambolage tectonique, on va avoir de grands ensembles de roches qu'on appelle des nappes de charriage ou des nappes tectoniques qui vont se chevaucher les unes les autres et puis elles vont être ensuite déplacées sur plusieurs centaines de kilomètres vers le nord jusqu'à leur position actuelle. Et c'est ce qu'on voit bien sur cette carte et sur cette coupe géologique simplifiée. Donc, on a ces différentes couleurs qui représentent ces nappes qui sont venues se positionner au nord de la chaîne alpine et puis en bordure du bassin molassique suisse. Et chacune de ces unités, donc pour le canton de Fribourg, enfin pour la partie fribourgeoise du parc, on a tout au nord la nappe du Gourniguel, on a ensuite la nappe des Préalpes médianes plastiques, la nappe des Préalpes médianes rigides qui compose les Gaslosen, et puis, comme son nom l'indique, la nappe des Préalpes supérieures qui se retrouve tout en haut de cet empilement de part et d'autre des Gaslosen. Et chacune de ces unités, elle va avoir ses propres caractéristiques paysagères que je vais vous résumer dans les trois prochaines slides. Donc, on commence tout au nord du parc. On est ici dans le vallon du Plasselbschlund et toute cette partie, elle appartient, elle est encore sur le territoire du parc. Et puis, la roche dominante dans cette région, c'est le flysch, qui est une roche essentiellement sableuse et argileuse et qui est donc assez peu résistante à l'érosion. Et puis, c'est ce qui va expliquer ces reliefs émoussés avec des sommets qui sont arrondis
et qui sont peu élevés. Euh, le point culminant de la région, on ne le voit pas sur cette slide, mais c'est l'Abera qui dépasse à peine les 1700 mètres d'altitude. Et puis, les flysch, ce sont aussi des roches qui sont particulièrement imperméables, ce qui fait que dans ces régions, on va avoir beaucoup de zones humides, des marécages, un réseau hydrographique très dense avec beaucoup de petits ruisseaux. Et puis, ce sont aussi des terrains qui sont particulièrement sujets au glissement de terrain. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du grand glissement de Falioli qui se trouve ici sur le flanc du Schwiberg. Et puis, on constate aussi que cette roche, elle est quasiment jamais visible de manière naturelle. Et dans ce paysage-là, elle apparaît uniquement dans ces deux secteurs qui sont des carrières qui sont en activité aujourd'hui et qui font aussi partie de l'inventaire des géotopes d'importance cantonale. Et ce paysage adouci, très verdoyant, eh bien, il contraste avec les sommets rocheux plus élevés qu'on voit à l'arrière-plan et qui, eux, appartiennent à la nappe des préalpes médianes plastiques. Et voilà, maintenant, on change de secteur géographique et on vient dans ces préalpes médianes plastiques. Et ce qui fait la spécificité de cette unité tectonique, c'est son style plissé, qui illustre particulièrement bien cette succession de trois dents. Donc, on a ici la dent de Braux, la dent du chamois et puis la dent de Bourgot, la dent du Bourgot, pardon. Et puis, comme on le voit sur cette coupe géologique, les roches entre la dent du Bourgot et la dent du chamois, elles ont été plissées en forme de U, ce qu'on appelle un synclinal, tandis qu'entre la dent du chamois et la dent de Braux, elles ont été plissées en un U inversé, ce qu'on appelle un anticlinal. Et puis cette succession de plis, elle continue, on a de nouveau un synclinal qui se forme ici. Et dans la série stratigraphique, c'est-à-dire le millefeuille de roches qui compose la nappe, qui est représentée sur cette figure, eh bien, on a une lithologie qui est plus dure que les autres. C'est celle que j'ai mis en évidence en bleu ici, qui sont des calcaires compacts en gros bancs. Et puis ces calcaires, ils ont mieux résisté à l'érosion que le reste des roches. Et puis c'est pourquoi ce sont ces calcaires qui forment aujourd'hui ces arêtes rocheuses effilées qui dominent les paysages plus doux, les vallons et les combes qui sont autour de ces dents. Et à l'opposé de cette déformation souple qui caractérise les médianes plastiques, eh bien, on a les préalpes médianes rigides qui, elles, ont réagi de manière cassante aux contraintes tectoniques qui ont eu cours pendant la formation des préalpes. Et puis, elles n'ont donc pas formé des plis, mais de grandes écailles rocheuses redressées. Puis la chaîne des Gastlozones au sens large. Donc les Gastlozones, normalement, c'est que ce secteur-là, mais si on l'entend au sens géologique, c'est vraiment toute la chaîne qui s'étend aussi à la dent de Rutz, à la dent de Savigny et qui se poursuit encore plus loin. Eh bien, cette chaîne, elle illustre particulièrement bien ce phénomène avec cette barre rocheuse monolithique faite de calcaire massif euh, qui a percé et qui domine aujourd'hui les reliefs plus doux des environs, qui sont essentiellement constitués de flysch qui appartiennent à la nappe des préalpes supérieures. Voilà, j'ai fini avec ces grands géotopes qui nous permettent de mieux comprendre la structuration générale des paysages de la Gruyère. Et puis je passe maintenant à un autre type de géotope qui est bien présent dans le périmètre du parc. Ce sont les géotopes karstiques.
Et en fait, le terme karst, il désigne tous les terrains calcaires où vont se développer des formes de dissolution caractéristiques. Et ces morphologies, elles sont liées à un phénomène chimique qui est que le carbonate de calcium, CaCO3, qui constitue l'élément principal des calcaires, eh bien, il va être dissous par l'eau de pluie ou de l'eau de fonte des neiges qui est rendu acide par la présence de CO2 en solution. C'est cette formule chimique que vous avez ici pour les chimistes parmi vous. Et puis cette dissolution karstique, elle va s'opérer sur les calcaires les plus purs, c'est-à-dire les roches qui sont composées presque exclusivement de ce carbonate de calcium et de peu d'autres minéraux ou éléments qui seraient non solubles. Et dans les préalpes fribourgeoises, ça va concerner les calcaires massifs qu'on a vus avant dans la chaîne des Gastlausen, et puis les calcaires compacts en gros bancs qui formaient notamment les arêtes rocheuses des Trois Dents, et puis dans une moindre mesure dans les calcaires plaquetés euh, qui est dans la série stratigraphique des préalpes médianes plastiques et qui constitue notamment le sommet du Vanille noir, par exemple. Et une des morphologies karstiques qui est typique et qu'on va rencontrer en surface, ce sont les lapiers, qu'on appelle aussi lapia. Les deux mots sont possibles. Et puis l'eau de pluie ou l'eau de fonte des neiges, elle va systématiquement emprunter le même chemin en suivant la pente et la topographie. Et puis elle va peu à peu dissoudre ces calcaires en façonnant des sillons ou des rainures qui peuvent faire quelques millimètres et puis qui peuvent aller jusqu'à plusieurs mètres de profondeur. Et puis cette eau, elle va aussi suivre parfois des zones de faiblesse dans la roche euh, créées par la tectonique. Et puis elle va agrandir et approfondir des failles et des fractures préexistantes toujours par dissolution chimique. Donc ici, on est dans le vallon des Mortaires, et là, on est près du col de l'Oberberg, toujours dans les Gastlausen. Et voilà d'autres formes de dissolution qui sont typiques des lapiers et qu'on peut rencontrer si on se promène dans le Breckaslund ou dans la région de la Hormat ici, qui est une image qui a été faite par une personne qui est présente dans la salle, ou bien dans le champ de lapier de Lurki, dans la région, enfin, au pied de la Cape aux Moines. On a une autre morphologie qui est typique des milieux karstiques, c'est la doline, qui est une dépression en forme d'entonnoir qui va drainer les eaux superficielles vers le sous-sol. Et en milieu karstique, on a également des cavités ou des grottes qui vont se former. Ces grottes, elles peuvent être verticales, comme ici, c'est ce qu'on va appeler un gouffre, ou bien se développer horizontalement, comme ici dans cette paroi calcaire du vallon des Mortaires. On voit cette grotte ici qui s'est formée dans l'axe d'une grande faille tectonique qui a préalablement fragilisé cette roche. Et parfois, ces cavités qu'on voit là sur cette image, eh bien, elles vont se prolonger en profondeur et puis elles vont donner accès à un réseau de galeries qui plonge dans les entrailles de la montagne. Et là, on entre vraiment dans le domaine de l'exploration spéléologique. Et c'est grâce à ces spéléologues qui arpentent et cartographient ce qu'on peut appeler un véritable labyrinthe souterrain, qu'on a des données sur l'extension du réseau karstique souterrain des préalpes fribourgeoises. Et si on observe maintenant cette carte, on voit que sur le territoire du parc, on a 4 grands secteurs d'exploration spéléologique. On a d'abord
pas mal de grottes qui se développent dans la région des Rochers de Naye, avec notamment la grotte de Naye qui est accessible en partie pour les randonneurs. On a aussi un grand réseau karstique entre les gorges de Lévis et puis la Cape aux Moines, avec notamment le réseau du Foliu, qui est très vraisemblablement le plus profond de Suisse romande. Les spéléologues, ils ont exploré les cavités sur 700 mètres de profondeur. Donc, ils sont vraiment rentrés dans une cavité, ils ont pu descendre de 700 mètres en plusieurs jours dans ce réseau karstique. On a aussi le sud du vallon des Mortais, qui a qui a un réseau souterrain extrêmement développé, qui a été exploré sur presque 9 kilomètres, ce qui en fait le réseau le plus étendu des préalpes suisses. Et puis, on a enfin un certain nombre de cavités, dont la grotte du Protoconul, qui se développe ici dans la région du Schopfenspitz. Et dans ces cavités karstiques, on va parfois rencontrer des phénomènes particuliers, comme de véritables glaciers souterrains. Ce qui est assez étrange parce que normalement dans les préalpes, on se trouve à trop basse altitude pour avoir du permafrost, donc avoir de la glace qui reste pérenne toute l'année. Mais grâce à un système de circulation d'air qui a été étudié par l'Université de Fribourg et que je ne vais pas détailler ici, eh bien, on a un effet de surrefroidissement de certaines galeries qui permet de conserver de la glace de manière pérenne euh, et sur le long terme. Et puis, les cavités karstiques, ce sont aussi des lieux où on a fait de grandes découvertes paléontologiques, on devrait plutôt dire archéozoologiques. Le cas le plus célèbre dans le canton de Fribourg, c'est très certainement la grotte du Bärenloch, qui se situe au pied de la Spitzflur, dans le vallon du Breckaschlund, et qui a été fouillée entre 2003 et 2008. Et dans cette grotte, ce qu'on voit ici, et aussi dans les éboulis qui sont formés devant cette grotte, eh bien, on a retrouvé un grand nombre d'ossements, dont par exemple de, des crânes de loup ou bien métatarses de lions des cavernes. Mais on a surtout retrouvé des ossements d'ours des cavernes, essentiellement des femelles, qui venaient certainement se réfugier dans cette grotte, soit pour hiberner, soit pour mettre bas. Et puis ces ours, ben, ils sont très probablement retrouvés coincés dans ces galeries, et c'est pour ça qu'on retrouve autant de spécimens dans ce secteur. Et puis tous ces ossements, ils ont été datés de 48 à 28 000 ans avant nos jours. Donc, c'est vraiment par après, on a les glaciers qui vont envahir le secteur, et puis l'ours des cavernes, il va s'éteindre de tout l'arc alpin. Et un autre point qui est fondamental en milieu karstique, c'est la circulation des eaux souterraines, qui est l'objet d'étude de l'hydrogéologie karstique. Et vous voyez ici la cascade de Yonne, qui est une des curiosités naturelles très connues du parc. Et puis, on voit que l'eau qui alimente cette cascade, eh bien, c'est pas l'aboutissement d'un ruisseau qui dévalerait les pentes, mais cette eau, elle jaillit bien d'une cavité qui est formée dans le rocher. Donc, c'est un type de source qu'on appelle une résurgence ou plutôt une exurgence dans le cas de la cascade de Yaun. Et on sait depuis longtemps, très certainement, poser la question de l'origine de cette eau qui ressort ici au Yaun. Et puis, ce mystère-là, il a été partiellement résolu en 1928, quand des étudiants de l'université de Fribourg ont injecté du colorant dans le Rio des Mortais. Donc, si vous êtes déjà allé au Mortais, eh bien, on a un ruisseau qui s'écoule. Et puis, en période de sécheresse,
en été, le ruisseau, au bout d'un moment, il s'infiltre dans ses propres sédiments. Eh bien, à cet endroit-là, ces étudiants, ils ont versé du colorant, un colorant qui est ressorti après 11 jours à la cascade de Yaun, qui se situe à peu près à 12 km de Graz. Et puis à noter qu'en 2009, la galerie, donc des spéléologues plongeurs sont rentrés par cette cavité et puis ils ont exploré sur à peu près 300 mètres cette galerie en noyer euh, qui descend à 80 mètres de profondeur. Donc c'est ce qu'on voit sur cette image ici. Et puis une autre résurgence karstique qui est remarquable dans le territoire du parc, c'est la source de la Nérivu, qui alimente la pisciculture du même nom, et puis qui draine l'eau qui s'infiltre dans tout le versant du massif de la Dent de Lys, et puis aussi de l'eau qui provient du lit de Longrain, qui en période de sécheresse rentre dans cette cavité ici, qu'on appelle l'Estavel de Longrain, et puis qui va ressortir après à peu près 45 heures ici à la source de la Nérivu. Voilà pour ces géotopes karstiques. Et je passe maintenant à un autre type de géotope qui a une grande importance dans la caractérisation des paysages de la Gruyère. Ce sont les géotopes d'origine glaciaire. Et pour aborder ce chapitre, on doit à nouveau poser quelques jalons chronologiques et parler du Quaternaire, qui est la période géologique dans laquelle on vit aujourd'hui et qui a cours depuis 2,6 millions d'années. Et puis, au regard des périodes antérieures, eh bien, c'est une période particulièrement froide, euh, qui est surtout caractérisée par de très fortes fluctuations climatiques, avec une alternance entre des longues glaciations et puis des périodes tempérées plus courtes qu'on appelle des interglaciaires. Et on sait aujourd'hui qu'on a eu au moins une quinzaine de glaciations qui ont eu lieu dans les Alpes, c'est-à-dire des moments où les glaciers sont devenus tellement volumineux qu'ils ont envahi le plateau suisse. Et la dernière de ces multiples glaciations, qu'on appelait autrefois le Wurm et qu'on devrait plutôt appeler aujourd'hui la glaciation de Birfeld, elle a eu lieu entre 115 000 et 12 000 ans avant aujourd'hui, ce qu'on voit sur ce graphique-là, entre un interglaciaire plus chaud qui s'appelait l'Éémien et l'interglaciaire actuel qui s'appelle l'Éocène. Et voilà à quoi pouvait ressembler la Suisse occidentale au maximum de cette dernière glaciation, c'est-à-dire au moment où les glaciers alpins ont atteint leur plus grande extension, c'est-à-dire entre 30 000 et 20 000 ans avant aujourd'hui environ. Donc on voit hein, le glacier du Rhône qui sort du Valais ici, qui envahit tout le bassin lémanique, et puis qui va longer la chaîne du Jura pour envahir une bonne partie du plateau suisse jusqu'à la hauteur de Wangen an der Aare. Et puis si on zoome sur le périmètre du parc, qui est représenté ici en vert, eh bien on voit que le glacier du Rhône, il occupe toute la région de Bulle, il vient s'appuyer contre les contreforts de l'Abera. Et puis à l'intérieur du parc, on a une multitude de petits glaciers préalpins qui alimente deux glaciers principaux, le glacier de la Sarine qui occupe le pays d'en haut et l'Intiamont, et puis le glacier de la Jogne qui s'écoule dans la vallée du même nom. Et voilà à quoi pouvait ressembler ce paysage. Euh, donc ici, on est à peu près à la hauteur de la roche, on prend de l'altitude, et puis on regarde en direction du sud. Et on voit là le glacier du Rhône qui contourne le Molaison et puis qui vient envahir la plaine de Bulle et la basse Gruyère. Et puis le glacier de la Sarine qui sort de l'Intiamont
et puis qui vient rejoindre ce glacier du Rhône à peu près à la hauteur de la roche. Et aujourd'hui, on se trouve à Albeuve, donc à peu près par là, et on avait à peu près 700 à 800 mètres d'épaisseur de glace au-dessus de notre tête. Voilà. Et un glacier, c'est rien d'autre qu'une masse de glace en mouvement, une glace qui incorpore aussi des fragments rocheux de tailles diverses. Et ce flux glaciaire, il va agir comme une râpe ou comme un papier de verre en abrasant les différentes roches qu'il va rencontrer. Et cette érosion mécanique, elle va s'opérer de manière différentielle. Ça veut dire qu'elle va attaquer plus efficacement les roches tendres par rapport à des obstacles géologiques plus résistants qui sont constitués de roches dures et qu'on appelle des verrous rocheux. Un très bel exemple de verrou rocheux, eh bien, c'est la colline de Gruyère, qui est constituée de calcaire siliceux résistant, et puis qui va être sculpté, qui va prendre cette forme arrondie avec les multiples passages du glacier de la Sarine dans ce secteur au cours de la dernière glaciation. Et un autre très bel exemple de colline d'érosion glaciaire, eh bien, ce sont les collines des Cresset qui dominent la plaine de l'Intiamont d'environ 100 mètres entre le village de Grand-Villard qu'on a ici et puis le village de Nérivu. Et on voit bien sur cette image aérienne que ces collines, elles ont été allongées dans le sens d'écoulement du glacier de la Sarine. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que de part et d'autre de ces collines, qui sont représentées en bleu sur cette figure, eh bien, le glacier de la Sarine, il va fortement surcreuser le fond rocheux de la vallée de l'Intiamont et puis créer ces grands ombiliques qui sont représentés en jaune. Et en se retirant, ces ombiliques, donc ces grands bassins surcreusés, ils vont se remplir de sédiments, un peu- du sable, du gravier, des argiles. Et on a à peu près 200 mètres de remplissage sédimentaire dans cette zone, entre Grand-Villard et Enay, et une centaine de mètres à la hauteur d'Albeuve. Et aujourd'hui, ces ombiliques comblés de sédiments post-glaciaires, eh bien, ils sont très importants parce qu'ils renferment euh, des nappes phréatiques, notamment une nappe qui est captée ici au nord de Grand-Villard et puis qui alimente la ville de Bulle en eau de boisson, en eau potable. Et donc, la nature, là, elle rend un service écosystémique important parce qu'elle va filtrer cette eau et puis la stocker en profondeur. Et cette eau, elle est particulièrement de bonne qualité dans l'Intiamont. On n'a pas retrouvé de traces de chlorothalonil, alors que souvent dans les aquifères du plateau, on va retrouver des traces de cette substance chimique. Et puis, comme le dit un une campagne de sensibilisation qui est menée par la ville de Bulle et puis le distributeur au sud. Cette eau locale, c'est vraiment une ressource qui est une chance pour la région de la Gruyère et de Bulle. Quelle profondeur, là? Très bonne question, ça je ne saurais pas vous répondre, il faudrait que je vois. Parce que là, en fait, la nappe phréatique, elle n'est pas forcément à la limite entre le substrat rocheux et les sédiments. Elle peut se faire entre deux couches sédimentaires. Peut-être Luc pourra répondre à cette question. Il peut se préparer d'ici la fin de la présentation. Voilà. Cette érosion glaciaire, elle va pas seulement avoir lieu dans les vallées principales, elle va aussi avoir lieu dans les vallons préalpins, notamment ici dans la région de Bounavo, où le flux glaciaire, il est perpendiculaire à la structure géologique. Et donc, le glacier, il va rencontrer successivement des roches tendres, surcreuser des ombiliques, en amont de roches plus dures, des verrous rocheux. Et puis, ce scénario-là, il va se répéter 3 fois.
Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette morphologie caractéristique, étagée, avec 3 zones de replat. Et puis si vous avez déjà fait l'ascension du Vanille Noir, ben, ça permet un petit peu de se reposer avant d'entamer l'ascension jusqu'au sommet. Et puis les glaciers, ils vont pas seulement détruire le relief, mais ils vont aussi construire certaines morphologies qui témoignent de leur présence passée. Comme ici, on se trouve au fond de la vallée du Motellon, au pied de la dent de Branlaire et de Folieron. Et vous voyez cette morphologie arquée. On voit bien ici sur cette image aérienne et qui témoigne de la présence d'un petit glacier préalpin euh, qui était là lors d'un stade tardiglaciaire, donc à la toute fin de la dernière glaciation, avant que les glaciers se retirent définitivement de la gruyère. Voilà, j'arrive gentiment au dernier chapitre et j'aimerais maintenant vous parler des autres géotopes qui se sont formés durant cette période particulière du tardiglaciaire, et notamment des morphologies lacustres, des morphologies gravitaires, mais aussi des formes fluviatiles comme ce grand cône de déjection de Lesoc dont on a déjà parlé un petit peu auparavant. Et le terme tardiglaciaire, il désigne en fait la phase terminale de la dernière glaciation, qui a eu lieu entre 19 000 et 11 700 ans avant nos jours. Et puis c'est un moment où la gruyère va se libérer des glaces. Et la fonte des glaciers préalpins, elle va libérer énormément d'eau, une eau qui va éroder, déplacer de grands volumes de sédiments, des sédiments qui ont été laissés là par les glaciers. Et puis ces processus géomorphologiques d'érosion, de transfert et d'accumulation sédimentaire, ils vont être d'autant plus forts que on n'a pas encore de végétation sur ces sols, sur ces terrains qui sont déglacés depuis peu de temps. Et donc le tardiglaciaire, ça va être une période très courte à l'échelle des temps géologiques, mais très active avec une modification rapide du relief et un façonnement accéléré du paysage qui va acquérir plus ou moins ses traits actuels. Donc je reviens au grand cône d'éjection de Lesoc qui illustre particulièrement bien ce phénomène de transfert sédimentaire avec de grands volumes de sédiments qui vont être mobilisés sur le haut des bassins versants, qui vont être transportés par des torrents avec énormément d'eau, et puis qui vont venir s'accumuler en pied de pente dans les vallées principales, ici la vallée de l'Intiam. Et un autre épisode qui est particulièrement marquant de cette période tardiglaciaire, ça va être la formation d'un immense plan d'eau qu'on appelle le paléolac de la Gruyère, qui s'est formé il y a environ 19 000 ans. Et puis ce lac, il doit son existence au fait que le glacier de la Sarine, qui occupait la région, il s'est retiré de la plaine de Bulle et de l'Intiamont, alors que le glacier du Rhône, qui est beaucoup plus imposant, eh bien, il va mettre plus de temps à fondre. Et puis, il va former un grand bouchon de glace entre le relief du Gibelou et le relief de la Combère. Et donc, les eaux de la Sarine ne vont pas pouvoir s'évacuer. Et puis, on a ce lac qui va se former avec un niveau à 760 mètres, un lac qui va s'étendre sur à peu près 20 km jusqu'au fond de l'Intiamont, jusqu'au niveau de l'Ossoc. Donc avant, ici à Albeuve, on était sous la glace. Maintenant, on se retrouve sous l'eau. Et puis, on voit dans ce lac, par exemple, les actuelles collines de Champotet ou la colline de Morlon, ou encore la colline de Gruyère. Eh bien, elles formaient des îles au milieu de ce plan d'eau. Et un phénomène qui va être très important, c'est que les cours d'eau, en premier lieu la Jogne, mais aussi tous les torrents préalpins, eh bien, ils vont amener énormément de sédiments dans ce lac
et puis ils vont former de grands deltas qui vont s'avancer dans ce paléolac de la Gruyère. Et le village de Nérivu, il est notamment construit sur une terrasse, qu'on voit bien ici hein, sur cette image aérienne, qui constitue en fait la partie résiduelle de l'un de ces deltas, qui a été construit par la Marive, qui a amené beaucoup de sédiments dans ce lac. Et ensuite, l'érosion de la Sarine eh bien, a érodé ce delta. Et puis aujourd'hui, on a cette terrasse qui se trouve à 760 mètres d'altitude, donc qui témoigne de l'altitude maximum qu'a atteint le paléolac de la Gruyère. Et on a un autre exemple qui se trouve malheureusement en dehors du périmètre du parc, mais qui est peut-être encore plus parlant. C'est la grande terrasse sur laquelle est construit le village de Bro, cette fois, qui domine d'environ 40 mètres la plaine de Bro-Fabrique, où on a notamment la chocolaterie Caillé, et puis la plaine des Pagny, où est implanté l'aérodrome. Et puis, ben, au Tardiglaciaire, c'est la Jonne qui a édifié un très grand cône alluvial dans le paléolac de la Gruyère. Et quand ce lac va s'abaisser et puis se vidanger totalement, eh bien, la Jonne d'un côté va venir grignoter le delta qu'elle avait précédemment formé. Et puis de l'autre côté, eh bien, c'est la Sarine qui va venir éroder. Puis ça donne cette forme un petit peu particulière sur laquelle est aujourd'hui implanté le village de Bro. Donc on a donc ici ce géotope qui représente un témoin paysager du niveau atteint par ce grand paléolac qui a autrefois existé en Gruyère. Et le Tardiglaciaire, ça va être aussi une période où vont se déclencher d'importants phénomènes gravitaires avec deux géotopes particulièrement impressionnants dans les préalpes fribourgeoises, l'éboulement des grosses pierres dans le vallon des Mortais, et puis le dépôt d'écroulement de plus d'un million de mètres cubes qui est aujourd'hui recouvert par la forêt du Lapé au pied de la Dendrute. Et ces effondrements massifs des parois calcaires, préalablement fragilisées par la tectonique, eh bien, ils ont été déclenchés par deux causes principales. Premièrement, la fonte du permafrost à la fin de la dernière glaciation, qui va annuler l'effet de ciment que pouvait avoir la glace dans les interstices rocheux. Et puis, un phénomène qu'on appelle la décompression glaciaire, c'est-à-dire que les glaciers qui appuyaient, qui faisaient pression contre la montagne, eh bien, ils vont fondre, ce qui va rompre l'équilibre des forces et puis conduire à l'effondrement de grands pans de parois rocheuses. Voilà, là j'ai fait un petit peu le tour de ces géotopes qui se sont formés durant le Tardiglaciaire, qui va prendre fin il y a 11 700 ans environ. Et ensuite, on rentre dans l'époque géologique de l'Éocène, dans laquelle on vit toujours aujourd'hui. Et avant que l'homme ne commence à détraquer le climat en ajoutant du CO2 dans l'atmosphère, eh bien, cette période, elle était caractérisée par une relative stabilité climatique, avec beaucoup moins de phénomènes extrêmes et et des changements paysagers beaucoup plus superficiels que ce que l'on a vécu auparavant durant la période tardiglaciaire. Et puis, à l'échelle des préalpes fribourgeoises, on a quand même une exception notable, c'est-à-dire quand même un changement paysager qui est assez important. Eh bien, c'est la formation du lac Noir qui est très récente à l'échelle de l'histoire de la Terre, puisque le lac il s'est formé il y a un tout petit peu plus de 6000 ans à cause de la réactivation de grands glissements de terrain, le glissement de Schlossisboden ici et le glissement de Hurli, qui vont venir barrer la vallée de la Saint-Gine
bloquer les écoulements de ce cours d'eau et puis former le lac Noir. Et puis, comme on le voit sur cette carte des terrains instables du canton de Fribourg, ces glissements de terrain, ils sont toujours en partie actifs aujourd'hui. Et puis, dernier élément de cette présentation, dans le lac Noir, on a à peu près 12 mètres de sédiments qui se sont accumulés durant ces 6000 dernières années. Et puis, ces sédiments, ils représentent une formidable archive paléo-environnementale parce qu'ils contiennent notamment des pollens qui permettent de reconstituer les variations de végétation et donc les variations climatiques qu'a connues la région au cours des 6 derniers millénaires. Donc voilà, ça c'était un exemple d'un géotope qui s'est formé durant l'Holocène, donc assez récemment euh, à l'échelle des temps géologiques. Voilà, j'arrive maintenant à la conclusion de cette présentation avec trois messages clés très simples pour conclure. Euh, Premièrement, que les paysages qu'on observe aujourd'hui, ils n'ont pas été toujours les mêmes. Ils sont le produit d'une histoire géologique qui est très longue et très complexe et que les géotopes permettent de décrypter en partie. Ensuite, deuxième point, c'est que le géopatrimoine du parc, il est extrêmement riche, mais aussi particulièrement bien documenté, et que le contexte actuel, au niveau légal, mais aussi au niveau de l'état de connaissance sur ce patrimoine, il est favorable à la mise en valeur de ce patrimoine naturel et paysager. Et donc, j'encourage le parc à mener des projets sur cette thématique dans les années à venir. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. J'espère avoir pas été trop long, pas avoir été compliqué, trop compliqué. Et puis, j'attends volontiers vos questions.